offerte par Mme Marie-Hélène Poulain. Donc, dans le bloc adulte, Mme Poulain est professeure à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le titre de sa conférence est Autisme et dépendance pour des services concertés. La présentation sera de durée de 25 minutes, suivie d'une période de questions de 5 minutes. Madame la professeure Poulain, à vous la parole. Marie-Hélène, on ne vous entend pas. Désolée, je parle toute seule depuis tantôt. Je voulais savoir, est-ce que vous voyez bien mon écran sans la prochaine diapositive? Oui. Super. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de venir présenter aujourd'hui un projet qui se termine. En fait, on est vraiment dans la toute dernière phase du projet, mais que c'est un tremplin vers un autre. Mais quand même, je vais me concentrer sur celui-là aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui s'appelait Partenariat Autisme et Dépendance, qu'on appelait communément PAD, en référence à la psychoéducation, parce qu'on avait quand même beaucoup de psychoéducatrices sur le projet. Donc, le PAD chez les psychoéducatrices, c'est le potentiel adaptatif. Donc, on trouvait vraiment un beau lien à faire avec ce projet-là. En tout début de présentation, je tiens à dire que par respect pour les textes qu'on a consultés, je vais utiliser le terme autiste pour désigner les personnes qui ont reçu un diagnostic ou qui s'auto-diagnostiquent autistes. Donc, je voulais juste que ce soit clair là, du pourquoi le choix de ma terminologie. Je ne veux pas débattre de ça, je veux juste l'exposer. Ensuite, court plan de ma présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter le pourquoi de la recherche, pourquoi ce projet-là a eu lieu, premièrement. Ensuite, je vais vous présenter une très courte synthèse des résultats parce qu'évidemment, 3 ans, c'est difficile à mettre dans 30 minutes. Et rapidement aussi, un guide pratique qui a été développé pour bien vulgariser les résultats de la recherche et puis que ce soit vraiment accessible aux personnes concernées, que ce soit des intervenants, des proches ou même les personnes qui ont un diagnostic de TSA, les autistes elles-mêmes. Donc, nous, c'est qui? C'est une grande équipe avec beaucoup de partenaires. J'ai mis beaucoup de logos ici là, pour représenter, mais on était vraiment une grande équipe autour. On avait 2 CIUS et un CIS, 2 chercheuses en établissement, Nadia L'Espérance en dépendance et, excusez, Germain Couture. Pourquoi Germain m'échappait? Il me manque déjà ce beau Germain-là qui est parti à la retraite. Germain en TSA à l'Institut universitaire des TSA du CIUS-MCQ. Nadia, elle est au CIUS-MCQ aussi, mais à l'Institut universitaire en dépendance. Ensuite, on avait Claude Normand-Lucot, qui est une chercheuse à l'Institut universitaire en DI-TSA. On avait Myriam Laventure de l'Université de Sherbrooke, qui est une chercheuse en dépendance aux substances. Isabelle Giroux de l'Université Laval, qui est une chercheuse en dépendance aux jeux de hasard et d'argent. Grace Yarachi, qui est professeure à Simon Fraser University en Colombie-Britannique, qui est directrice d'un laboratoire pour les autistes. Et Marissa Fisher, qui est chercheuse au Michigan State University, qui a aussi une expertise entourant tout ce qui concerne les autistes et leurs proches. Et on avait évidemment de nombreux partenaires qui ont travaillé avec nous, dont le RNE-TSA et la Fédération québécoise de l'autisme, qui ont été de précieux partenaires. Ceci dit, pourquoi ce projet? Tout le monde se rappelle de la fameuse légalisation du cannabis là, qui était vue comme oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Tous les jeunes vont se mettre à consommer. » Il y a eu beaucoup de peurs qui ont été manifestées par la population, mais particulièrement par les familles
de personnes qui ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Les parents, en fait, se disaient « Ah, est-ce que mon jeune va être plus à risque d'utiliser le cannabis pour gérer son anxiété, pour être accepté dans des groupes. » Fait que, bref, ça nous a mis la puce à l'oreille et on s'est dit, c'est vrai qu'on en connaît très peu, en fait, sur la consommation de cannabis, entre autres, chez les personnes, chez les autistes. Et avec tout ce qu'on voyait aussi, là, je vous ai mis une photo de Radio-Can sur un sondage de ce que les gens pensaient que ça ferait la légalisation du cannabis et comment les gens percevaient cette légalisation-là. C'était en général quand même mitigé, mais plus fortement négatif. Donc, les gens pensaient que ça ferait plus de bien que de mal, que 18 ans, c'était trop jeune, que c'était peut-être pas une super idée finalement. Et pourtant, en 2020, les statistiques nous disent que oui, il y a une légère augmentation, c'est-à-dire qu'on est passé de 14 en 2018 de consommation de cannabis à 17,5 %. Donc, oui, il y a une légère augmentation, mais il ne faut pas oublier aussi que en 2020 est arrivée la COVID. Est-ce que ça peut avoir eu un impact sur les données? C'est possible. Mais en même temps, les prochains sondages nous diront si c'est la COVID, si c'est vraiment la légalisation. Mais nous, on est vraiment quand même, on se questionnait beaucoup sur, oui, mais les autistes, eux, est-ce qu'ils consomment et pourquoi s'ils consomment? Ensuite, en santé, on parle d'équité. Hein, on veut une équité en santé. Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint aussi les autistes, c'est-à-dire l'équité en santé, selon l'Agence de la santé publique du Canada, c'est que tous les gens devraient pouvoir aspirer à un état de santé optimal et ne pas être limités à cet égard en raison de leur race, leur ethnicité, leur religion, leur sexe, leur âge, leur classe sociale, situation socio-économique, orientation sexuelle ou tout autre attribut social. Dans tout autre attribut social, on inclut l'autisme. L'autisme étant un trouble neurodéveloppemental pour lequel on a une majeure au niveau de la communication et des interactions sociales. Donc, on peut penser que ça peut venir nuire à leur équité en santé. Ensuite, il y a le concept d'intersectionnalité qui était préoccupant, c'est-à-dire que l'intersectionnalité, c'est quand il y a des identités individuelles qui se recoupent pour produire des expériences vécues puis des positions sociales uniques. Si on pense à l'autisme et la dépendance, l'autisme dans l'accès aux services présentement, on le sait qu'il y a un secteur programme qui s'appelle DI-TSA-DP. On sait aussi que dans notre organisation des services, on a un secteur qui s'appelle dépendance santé mentale. Déjà là, c'est comme une représentation de l'intersectionnalité, puisqu'une même personne peut être dans ces deux cases-là. Donc, la personne peut avoir ces deux identités-là. Donc, elle peut être autiste et avoir une dépendance ou un problème de santé mentale. Ici, on s'intéresse à la dépendance. Mais on voit ici que déjà dans l'organisation des services, il pourrait y avoir apparence de problématiques sur, ben moi, est-ce que je dois choisir un programme service dépendamment de mes besoins? Et de là est venue l'idée du projet. Donc, oui, la légalisation, c'est préoccupant. Oui, l'équité en santé, on n'est pas certain pour les personnes autistes. Et oui, l'organisation des services semble nous dire qu'il y a peut-être une craque dans le plancher et on ne veut pas qu'ils tombent dans la craque. Les personnes qui vont présenter une double condition ou une condition intégrée, là, dépendamment du langage qu'on veut prioriser. Donc, ce qu'on a cherché à aller voir, c'est vraiment de mieux comprendre. Premièrement, c'est quoi la réalité? Est-ce qu'ils consomment? Et s'ils consomment, est-ce que c'est avec ou sans substance? Avec étant alcool et drogue, sans substance étant Internet, jeux vidéo et jeux de hasard et d'argent. Ensuite, les spécificités. Est-ce qu'il y a des particularités des personnes qui consomment et qui sont autistes
qui fait qu'on pourrait déjà identifier des facteurs de vulnérabilité. Et enfin, les adaptations. Est-ce que quand il y a un besoin de service chez une personne qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme en dépendance, est-ce que ce besoin-là est comblé? Est-ce que c'est quelque chose qui, présentement, dans le système, est fluide? Et ça, on s'est intéressé ces 3 questions-là chez les autistes de 16 à 30 ans, donc des jeunes adultes. Les objectifs du partenariat, je ne vous les lirai pas, mais rapidement, c'était documenté, évidemment, les habitudes de consommation chez les 16-30, mais au Québec, en Colombie-Britannique et au Colorado. Vous allez me dire, il n'y avait pas de chercheurs au Colorado, c'est tout à fait vrai. Il y avait une chercheuse au Michigan, aux États-Unis, qui avait d'excellents contacts au Colorado. Et pourquoi ces 3 pays-là ou régions-là, provinces? Parce que c'est des endroits où la légalisation du cannabis n'a pas eu lieu en même temps. Donc, au Colorado, ça date quand même là, de plusieurs années. En Colombie-Britannique, ça a été légalisé 2 ans avant le Québec. Et au Québec, vous vous rappelez, en 2018. Donc, on voulait voir si le portrait était différent dans ces 3 provinces-là ou États, là, dépendamment du pays, pour voir si la légalisation avait vraiment un impact ou c'est plutôt d'autres facteurs ou c'est un des facteurs. Ensuite, les facteurs de vulnérabilité, j'en ai parlé, donc au niveau individuel et environnemental, évidemment, parce que, comme je disais, ça peut être aussi les enjeux de société comme la légalisation qui peuvent avoir eu un impact, mais aussi l'organisation des services. L'organisation des services est très différente aussi dans ces 3 provinces-là. La deuxième grande catégorie d'objectifs, c'était la consolidation des liens. Donc oui, j'ai parlé tantôt de l'organisation des services, donc dépendance santé mentale et des TSA-DP. On voulait voir, en fait, quand une personne se présente dans les services de ces 3 provinces-là, quelle est la trajectoire qu'elle doit suivre. Donc, vers où on l'oriente pour des services. Donc, c'était vraiment d'aller voir, de s'inspirer aussi peut-être de modèles différents pour voir si on peut faire mieux, puis de voir aussi si présentement on a une réponse aux besoins. Les principales activités de recherche, on a fait évidemment une revue de littérature comme c'est le cas dans tous les projets de recherche. On commence toujours par aller voir de où on part, hein, c'est quoi notre point de départ. Ensuite, au Canada, particulièrement au Québec, mais on a eu des répondants puisque c'était un sondage en ligne de l'Ontario et un petit peu des Prairies. Ensuite, les défis de l'offre de services. On a tenu des groupes de discussion avec des intervenants des 2 secteurs, des 2 programmes services, donc dépendance santé mentale et des TSA-DP. Et on a aussi animé une communauté de pratique avec des intervenants d'un CIS et d'un SUS. Et on a aussi mené des entrevues avec des personnes proches d'autistes qui ont un problème de dépendance, mais aussi avec des autistes qui ont un problème de dépendance. Donc, de tout ça, je vous présente rapidement les résultats. Donc, les premiers examens de synthèse de la littérature, la revue systématique. Donc, on a inclus 25 études. Aucune n'avait été produite au Canada. Donc, en partant, on s'est dit, OK, bon, ben, c'est assez novateur ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de données présentement sur la consommation des autistes canadiens. Ce qu'on a retenu, par contre, c'est que présentement, c'est entre 1 et 36 de taux de prévalence du TSA de diagnostic de trouble du spectre de l'autisme chez les personnes qui consomment de façon problématique. Donc, 1 à 36 c'est énorme comme gap. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, en partant, on se rend compte que c'est probablement multifactoriel. Hein? Ça veut dire que le TSA, c'est un des éléments parmi d'autres. Ensuite, on n'avait pas vraiment de possibilité de faire un taux de prévalence généralisé puisque les échantillons, on ne pouvait pas les comparer. Il y en a qui avaient inclus des personnes qui présentaient une déficience intellectuelle, il y en a qui avaient inclus des populations qui s'auto-diagnostiquaient, d'autres non. Bref, on ne pouvait pas combiner les échantillons puis en faire une méta-analyse.
Une des données qui était quand même intéressante, c'est que l'alcool semblait être la substance la plus consommée, suivie par le tabac et le cannabis. Donc ça, c'était intéressant. Ça nous a aussi permis de faire ressortir des facteurs de risque. Par exemple, le facteur de risque le plus prédominant, c'était le fait d'avoir un diagnostic de TSA. Et ça, c'est préoccupant quand même parce qu'on se dit, OK, donc on sait que d'être autiste fait qu'on va avoir une propension, une vulnérabilité plus grande à consommer alcool, tabac et cannabis. On s'entend qu'on se limite ici, mais quand même, pourquoi? On restait quand même avec des questions. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, sur chacune des portions, vous pouvez aller sur le RNA TSA. Il y a quand même eu des présentations là, qui sont encore accessibles ou sur le site du groupe de recherche pour les adolescents et les adultes autistes, le GRADA, grada.org, où les présentations sont aussi là. Sinon, je vous mets les articles. L'enquête qu'on a menée au Québec et dont je vous disais qu'il y avait quelques participants qui venaient d'autres provinces canadiennes, ce que ça nous a dit, en fait, c'est que la consommation chez les autistes, elle est comparable à la population québécoise. Donc, les autistes ne consomment pas plus ni moins. Ça, c'est une belle donnée. C'est 65 répondants. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même, on est content d'avoir eu autant de répondants parce que c'est un sondage qui était en ligne avec quand même beaucoup de questions. Donc, c'est intéressant d'avoir ces résultats-là, de se dire que finalement, ils ne semblent pas consommer davantage, mais ils consomment autant. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Je vais y revenir. Ensuite, au niveau du jeu vidéo, des jeux vidéo plutôt, et de l'utilisation d'Internet, encore ici, il n'y a pas une propension beaucoup plus grande chez les jeunes autistes, mais dans la revue systématique qu'on avait documentée, ce qui ressortait, c'est qu'eux avaient vu une propension plus grande à l'utilisation d'Internet et particulièrement aux jeux vidéo. Par contre, ce n'est pas ce qu'on a observé. Chez nous, dans nos résultats, on n'a pas eu de variables non plus qui sont venues teinter les résultats. On a essayé pourtant de trouver des différences en entrant le sexe. Est-ce que le fait d'être né homme ou d'être né femme, ça changeait quelque chose? L'âge, ça n'a pas changé rien non plus. L'occupation, les conditions associées, est-ce que la personne avait un autre diagnostic d'anxiété ou de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité ou de dépression, puisque c'était des variables qui avaient été ressorties dans la revue systématique qu'on avait menée. Et non, on n'a pas eu de résultat à cet effet-là. Donc, encore là, il faudrait peut-être aller plus loin, il faudrait peut-être utiliser d'autres outils. Bref, on est resté avec plus de questions que de réponses. Mais peut-être que la réponse, c'est juste que les autistes, en fait, n'ont pas une utilisation des jeux vidéo et de l'Internet problématique. Ensuite, à travers les groupes de discussion, on a tenté d'élaborer un modèle synthèse. Donc, on avait 16 intervenants qui ont été rencontrés en groupe de discussion des 2 CIUS et du CIS. Donc, dans 3 régions différentes. Ce qu'on voulait, c'était vraiment représenter, avoir un effet représentatif, je dirais, parce que je peux pas dire qu'on a la prétention de représenter le Québec, mais on avait un CIS d'une région éloignée, un CIUS d'une région périphérique et un CIUS qui était en métropole. Donc, avec ces trois groupes de discussion-là, ce qui en est ressorti, en fait, c'est que c'est pas facile d'intervenir avec des personnes qui ont un diagnostic de TSA et un trouble de l'usage des substances. Il est ressorti énormément de constats et c'est très petit, fait que je ne vais pas vous les présenter un par un. Par contre, ça me fait plaisir de les laisser dans les diapositives et je vais partager mes diapositives avec plaisir aussi. Ce qu'on doit retenir, en fait, c'est les recommandations. Parce que ce qu'on a demandé au groupe, c'est quoi les défis et qu'est-ce qui pourrait être amené comme amélioration dans la trajectoire. En gros, les recommandations qui ont découlé de ça, donc les recommandations, juste pour vous faire
un portrait là, de comment on a collecté ces données-là. C'est qu'on a rencontré les groupes de discussion. Ensuite, on a pris les analyses du verbatim des groupes de discussion et on les a soumis à la communauté de pratique pour dire, vous, à partir de ces données-là, vous en pensez quoi? On les a aussi présentées aux directions des programmes services des 3 établissements qui ont été consultés pour leur dire, est-ce que c'est réaliste pour vous qu'on fasse ces recommandations-là? L'idée, ce n'est pas que ça tablette encore un autre rapport de plus qui tablette, puis de l'argent des contribuables qui a fait qu'on fait des belles recommandations, puis finalement, il n'y a personne qui va les lire. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Est-ce que c'est quelque chose d'applicable à moyen ou à long terme? Parce qu'à court terme, on s'entend qu'on entrait dans la pandémie. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'ils mettent ça en place rapidement. Mais c'est-tu quelque chose de réaliste? Et ils nous ont dit oui, tout à fait, et même que on est vraiment content que ça ait eu lieu parce qu'on est conscient qu'il y a des limites au niveau de l'intersectorialité, puis on aimerait justement travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas une surprise que la première recommandation, c'est d'avoir un agent de liaison établi étant connu de tous, qui a une expertise partagée. Donc, qui va être capable, lui, de faire le pont entre les services de psychiatrie, parce qu'en dépendance, les intervenants nous disaient, ouais, mais même si je détecterais des traits autistes, moi, je ne sais pas comment faire ça, une référence, puis je ne sais pas comment dire à mon client que peut-être qu'il pourrait aller se faire évaluer dans les règles de l'art. Donc, il y avait besoin d'accompagnement là-dessus. L'agent de liaison pourrait à ce moment-là faire ça. Santé mentale, parce que c'est en santé mentale qu'on traite la dépendance, là, ici. Donc, en dépendance, mais en santé mentale aussi, parce que dépendance et santé mentale ont beau être dans le même programme service. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est quand même pas facile la communication entre les deux. Donc, même intra-programme service, il semblait y avoir des enjeux. Alors, l'agent de liaison pourrait aussi jouer un rôle pivot ici. Et en TSA des IDP, en fait, c'est que les intervenants en dépendance disaient, oui, je veux bien, moi, travailler avec eux autres, mais ça me prend quelqu'un qui va faire le pont entre les deux, puis qui va m'assurer qu'il va y avoir une continuité entre les services. Ensuite, ils nous proposaient un projet pilote pour expérimenter ça, en fait, la mise en place de cet agent de liaison, mais aussi de formation. Donc, formation au dépistage dès l'entrée en service, par exemple, des comportements de consommation chez les autistes qui commencent dans les services, mais aussi peut-être à partir de 12, 13, 14 ans, de commencer à s'intéresser à dépister l'utilisation des jeux vidéo, l'utilisation d'Internet, l'utilisation du tabac, de l'alcool, du cannabis, pour y aller en amont avec les autistes qui sont déjà dans les services. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire en dépendance santé mentale, ce qu'il disait, c'est qu'on aimerait ça, nous, être formés aussi pour dépister les traits autistes, mais aussi, quand la personne a un diagnostic, bien, pour savoir qu'est-ce qu'on devrait adapter dans notre approche. Parce que d'entrée de jeu, nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'on devrait avoir la même approche avec tout le monde. Mais si vous nous dites qu'on devrait adapter des choses, on aimerait ça le savoir. Ensuite, l'ébauche de programme service. Donc, comme je viens de dire, qu'il y ait des lignes directrices qui combinent les deux. Et le programme service suivrait avec les lignes directrices pour le dépistage systématique. Puis le leadership des gestionnaires concernés était un incontournable. Je vois Stéphanie apparaître. Est-ce que mon temps achève? Vous avez encore 3 minutes. Merci, madame. Donc, la mobilisation des connaissances, c'est mon dernier point. On était rendu là. On a fait un beau colloque en 2021. On était vraiment contente que vous pouvez aller voir sur le site du GRADA, dont un témoignage d'une famille qui a été d'une générosité exemplaire. On est vraiment contents. Ils nous ont aussi permis de laisser le témoignage sur le site. Évidemment, on ne voit pas leur visage, mais vous avez le beau témoignage avec leur voix et ce qu'ils avaient à dire par rapport à l'accompagnement de leur jeune adulte qui a eu des problèmes de dépendance, qui a encore des problèmes de dépendance et qui est autiste. Donc, je vous invite à aller voir cette entrevue-là qui est fort intéressante.
Et le fameux guide pratique qui a été notre outil de vulgarisation choisi avec la Fédération québécoise de l'autisme, qui est téléchargeable gratuitement sur le site de la Fédération. Je vous ai mis rapidement un petit teaser là, pour aller voir la table des matières. Donc, c'est vraiment, en fait, une partie des résultats que je vous ai partagés aujourd'hui, qu'on a bonifié avec l'expérience de clinicienne, avec des vignettes cliniques, des portraits puis des fiches pratiques d'intervention sur des cas qui ne sont pas fictifs, c'est des cas issus de la pratique réelle d'une psychologue québécoise, mais évidemment qu'on a changé des données là, pour éviter l'identification des clients. Et enfin, la suite du projet, on continue la collecte de données en Colombie-Britannique. Vous savez peut-être que la pandémie a fait exploser la crise des opioïdes là-bas. C'est vraiment triste. Je reviens de Vancouver, ça fait quelques semaines et j'ai moi-même pu constater là, que même sur les trottoirs, dans le métro, on voit des gens intoxiqués qui s'injectent des drogues, qui sans se cacher. C'est vraiment triste à voir et la pandémie a fait qu'on a dû cesser la collecte de données, mais là, on va reprendre et espérer que chez les personnes autistes, les dommages ne seront pas trop importants. J'ai mis mes coordonnées si jamais vous avez des questions et notre petit logo du groupe de recherche sur les adolescents et les adultes autistes, qu'on est très fiers aussi, avec notre beau site web. Des questions? Merci, professeur Poulain. C'est une très belle présentation. On voit clairement que l'intersectionnalité est un réel enjeu pour l'intervention et la recherche en autisme. Donc, on a bien hâte de voir la suite des choses pour qu'est-ce qu'il y en est de la santé mentale et la dépendance. Donc, on a le temps pour des questions. Je vous invite à poser vos questions à la professeure Poulain en utilisant le menu « Discuter » en bas de l'écran avec l'icône « Questions présentatrice » et puis une collègue se fera le plaisir de la lire à la professeure Poulain. Alors, je peux peut-être y aller d'une première question. Le projet de recherche impliquait la Colombie-Britannique, le Colorado et le Québec. Donc, êtes-vous en mesure de nous dire en quoi les services de la Colombie-Britannique diffèrent de ceux du Québec? Oui, j'ai été très surprise d'apprendre ça, en fait, parce que de façon très naïve, moi, je ne connaissais pas l'offre de services dans les autres provinces du Québec. Vous savez qu'au Québec, quand on a un enfant qui reçoit un diagnostic de TSA, bien, rapidement, on est orienté vers le programme de service en DI-TSA-DP de notre CCSIUS régional. En Colombie-Britannique, c'est extrêmement différent, c'est-à-dire que quand ton enfant qui a entre 0 et 5 ans reçoit un diagnostic de TSA, ça vient avec une enveloppe annuelle de 22 000 $ et c'est toi qui se débrouilles pour aller chercher les services. Les secteurs publics n'offrent pas de services en autisme, donc c'est à toi, avec cette somme-là et une liste des organismes privés, d'aller chercher des services pour ton enfant. Et à l'âge scolaire, cette enveloppe-là diminue à 6 000 $ par année parce que l'école est censée fournir aussi des services pendant le temps scolaire. Donc, on s'entend que c'est deux mondes, là, quand tu as un enfant autiste, d'être au Québec et en Colombie-Britannique et pourtant tu es au Canada. Donc, ça m'a vraiment épaté là, de savoir que c'était aussi différent. Donc, je peux peut-être y aller d'une deuxième question. Alors, vous avez parlé du besoin d'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous mentionner quelles sont les adaptations recommandées pour intervenir en dépendance auprès d'adultes autistes? Oui, tout à fait. D'abord, on sait qu'au Québec, on a tendance à aller vers les thérapies de groupe quand on parle de dépendance. Quand il y a thérapie avec hébergement, on va beaucoup aller par le groupe. Et ça, avec les autistes, ce n'est pas gagnant. Donc, ça a été démontré par la recherche que c'est préférable d'y aller en individuel avec des entrevues très structurées et même dirigées autant que possible. Encore là, dirigée directive, je devrais dire. Peut-être pas dirigée, mais plus encadrante. Ensuite, il faut toujours tenir compte des difficultés sociales parce que c'est souvent
on ne sait pas, en fait, c'est l'œuf ou la poule, là. Mais les difficultés sociales, clairement, chez les personnes qui ont un diagnostic de TSA, c'est quelque chose qui est déjà difficile. Si on ajoute à ça la consommation, est-ce que les difficultés sociales ont mené à la consommation? Est-ce que la consommation encourage les difficultés sociales ou les maintiennent? Est-ce que le fait de consommer fait aussi qu'on va être plus porté à aller vers des pairs qui ont des comportements déviants? Bref, c'est toute une interaction. Donc, quand on travaille avec un autiste qui a des problèmes de dépendance, clairement qu'on devrait aussi travailler la sphère sociale, la motivation sociale, parce que ça semble être vraiment interrelié. Ensuite, avant de mettre fin au service en dépendance, s'assurer qu'il y ait une poursuite avec un intervenant du programme service des ITSA-DP. Donc, de ne pas laisser la personne tomber, là, si je peux dire, sans service. C'est important. Ensuite, comme je disais, si on veut poursuivre au niveau des apprentissages pour les habiletés sociales, pour avoir des occupations valorisantes pendant la journée, pour avoir un emploi ou du moins des occupations pendant la journée, bien, clairement qu'on va encore là aider à maintenir les comportements de consommation à un niveau acceptable et fonctionnel. Donc, c'est pas magique comme approche. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que l'approche cognitivo-comportementale fonctionne aussi avec les autistes. C'est une des approches qui est présentement utilisée en dépendance. Mais c'est encore évidemment quelque chose qu'on doit développer là, au Québec, là, des services plus spécialisés. Et particulièrement au niveau des jeux vidéo puis de l'Internet avec les autistes, ce n'est pas quelque chose qui est encore très fluide, là. Merci beaucoup. Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, merci, professeur Poulain, pour cette belle présentation. Il est maintenant temps de passer à la conférence de clôture de notre colloque qui est offerte par Mme Valérie Godin-Tremblay. Mme Godin-Tremblay